comme vous le savez, Parsem vient d'envoyer au président de la République, au gouvernement, au Parlement, et un document, qui contient les axes, les principaux axes de lutte contre, d'une meilleure stratégie de lutte contre la corruption. Parce que nous imaginons qu'il est grand temps qu'on passe aux actes concrets. Bien sûr, nous apprécions, nous remercions le gouvernement d'avoir lancé un discours fort dans ce sens. Mais le discours devrait être accompagné par d'actions concrètes. Quels sont les principaux axes de ce document? D'abord, il y a les actions de prévention. Même partout, la gestion, la bonne gouvernance se centre sur les actions de prévention. Premier, par exemple, c'est la déclaration des biens. Le gouvernement, les autorités doivent déclarer leurs biens. C'est la loi qui les impose. La Constitution, en son article 95, est claire. La loi anticorruption, en son article 29, elle est claire. La loi de la Cour suprême, en son article 38, elle est claire. La loi de la Cour suprême avertit même que des poursuites judiciaires peuvent être lancées contre ceux qui n'appliquent pas ça. Je ne sais pas si actuellement les membres du gouvernement savent qu'ils s'exposent à des poursuites judiciaires si ils ne se conforment pas à cette règle. La gestion des conflits d'intérêts, des incompatibilités. On ne peut pas être un cadre dans l'État, on s'arroge, pouvoir d'accéder au marché public sans transparence. C'est le cas flagrant, c'est le cas de la vice-présidente du Sénat. On devrait mener une enquête pour voir dans les marchés publics, par exemple, quelles sont les sociétés qui ont accès de l'association pour s'approvisionner comme grossiste. Parce que c'est de l'amalgame. Vous êtes au cadre, vous percevez des salaires dans l'État, JT, et vous voulez être l'opérateur économique, vous avez le droit d'accéder au marché public, parce que l'État, somme toute, c'est le premier demandeur, presque le premier demandeur des services. Il y a les exonérations indues. Il y a certains qui accèdent aux devises sur le mandat préférentiel de la BRB. Les conflits d'intérêts, les incompatibilités, s'ils ne gèrent pas les sphères de l'État, la situation s'empire. 3. Les donations des cadeaux. Il ne faut plus qu'il y ait des cadres, des hauts cadres de l'État qui reçoivent qui réceptionnent des cadeaux de la part des publics. Ça, il y a une délit de corruption. Il y a les gens qui s'organisent pour donner des cadeaux, mais en guise de verre, soutirer quelque chose après. Achat de conscience. La transparence budgétaire, la gestion du budget, généraliser l'audit du budget de l'État dans le rapport post-exécution budgétaire. Il n'y a pas d'audit réel sur la façon dont l'argent du contribuable a été utilisé dans tel ou tel autre service de l'État. Si on gère mal, on continue sur la coulée douce. Les transactions illicites, les thésaurisations. On avait demandé qu'il y ait une série nationale sur les renseignements financiers. Il ne faut pas thésauriser de l'argent à la maison, vous faites des activités économiques comme ça, mais les circuits bancaires, c'est de l'opacité. Lancer la campagne de sensibilisation sur les infractions de lutte contre la corruption. Les médias, la dénonciation. L'enrichissement illicite, le blanchiment, marché public, le détournement des biens, l'usage des biens sociaux. Quand les gens utilisent par exemple les véhicules de l'État pour des biens privés, dans les campagnes électorales, ça se voit, est-ce que les gens sont sensibilisés pour bannir ce comportement? Troisièmement aussi, il y a les institutions professionnelles d'investigation sur la corruption. Professionnels, l'inspection générale de l'État, la Cour des comptes. Il devait y avoir aussi une brigade spéciale d'investigation sur les questions financières. Une brigade spéciale d'investigation sur les questions financières. Les cas qui viennent de passer au ministère des Finances. Quelle est l'institution professionnelle qui doit donner rapport aux citoyens pour mettre la main sur tout le circuit? S'il y a des indices sérieux de culpabilité directe,
C'est la justice qui doit se poser de la question. La répression judiciaire, où est-ce qu'on en est? L'indépendance de la magistrature pour la rendre performante par rapport aux répressions des actes de corruption. Déjà, la Cour suprême ici, elle a le pouvoir de recevoir les déclarations des biens des plus hautes autorités. Est-ce qu'elle peut exiger alors que la loi autorise même l'ouverture des poursuites judiciaires? Donc ça montre quelque part la haute cour de justice et n'a jamais été mise sur pied. La haute cour de justice, c'est la première haute cour de justice pour juger les plus hautes autorités. Il n'a pas encore été mise sur pied. Pourquoi? J'imagine que quelque part, si le gouvernement est engagé, il faut des actions concrètes, réelles. L'amélioration du cadre légal, qui avait jugé lacunaire depuis longtemps. L'amélioration du cadre légal de lutte contre la corruption, qui est jugé lacunaire. Des propositions avaient été déjà faites, mais c'est dans le tiroir. L'organisation des études régulières pour voir les prisons de la corruption dans la société. Je crois que la dernière étude date de 2008, comme ça. 2008-2009, avant la déclaration de la tolérance zéro par ce président Nkurunziza en 2010. C'est là où... Et à cette époque-là, la corruption avait atteint un niveau extraordinairement inquiétant. C'est même là où le président avait déclaré tolérance zéro aux actes de la corruption. C'était en 2008. C'était, je crois, une maison, une étude financée par la Banque mondiale au gouvernement. Certi, je me souviens. Jusqu'à cette époque, on n'a plus d'études, plus de voir pour constater l'évolution, le recul. Pour nous, vraiment, nous avons choisi sortir ce document pour donner la presse au gouvernement, mais il faut que le débat soit ouvert sur cette question et non pas continuer à dire nous nous lançons dans la lutte contre la pollution alors qu'il n'y a pas d'action réelle de grande envergure qui sont en train d'être initiées et opérées. Et la déclaration des biens, le chef de l'État l'avait annoncé, mais n'a pas été mise en application. Bon, je m'en tiens aux déclarations qu'il avait faites, je crois, dans sa première sortie médiatique, à travers l'émission publique, de conférences publiques, avec les journalistes et la population. Il y avait des histoires de manque de préparation technique, des listes, des documents sur lesquels on veut déclarer. Mais tout ça, bon, et ça peut être élevé, mais la loi reste la loi, la constitution c'est la loi fondamentale, la loi anticorruption est très forte, la loi organique du la Cour suprême invite les autorités à le faire. Donc, mieux vaut tard que jamais, mais je crois qu'il est temps qu'on commence à s'organiser pour qu'on passe à l'action. Sinon, même le gouvernement, il serait difficile de se lancer dans une campagne de lutte contre la corruption, alors que l'application de la loi, au niveau de l'exécutif aussi, il y a des failles. Ça devient impossible. Que faire si le document n'est pas mis en application? Nous l'avons envoyé au gouvernement, au président, au Parlement, donc Sénat et Assemblée nationale. Et nous avons vu de la part de la deuxième vice-présidente, de la première vice-présidence qu'ils ont reçu là, qu'ils ont reçu le document. Ils nous ont remercié même sur le document. Mais nous ne sommes pas parmi les institutions qui prennent des décisions. Nous faisons un plaidoyer. Hein? Nous lançons un appel. Nous donnons conseil. C'est notre rôle. Hein? Nous rappelons. Alors, si la mise en application n'est pas encore là, nous n'avons pas idée, il n'y a pas de force que personne ne va utiliser. Si on continue à plaider, on va relayer, et nous voulons que vous relayez notre message et nous aider à faire ce plaidoyer, un plaidoyer national par rapport à ça. Et soit disant que les efforts de sanction, il n'y a pas de sanction. Non, si le premier vice-président du Sénat a été sanctionné 2 millions d'amendes et retrait sur la liste des grossistes là qui ont accès à l'association, je crois qu'il faut plutôt faire des enquêtes approfondies
Quels sont les gens qui bénéficient de ce service, de s'approvisionner comme grossiste à la sauce? Comment est-ce que ce marché a été octroyé? Les règles de passage de marché sont contenues dans le code de marché des marchés publics. Une loi très forte qui appelle à l'appel d'offres, la transparence, tout. Est-ce que ça a été vraiment? Est-ce que ce processus a été utilisé? S'il y a une violation de la loi, il faut des poursuites judiciaires à l'encontre de ceux qui ont bénéficié du marché, même à l'encontre de la Sosumo, qui a octroyé des marchés en dehors de la loi. Si, par exemple, il était avéré qu'il aurait fait, même des poursuites judiciaires devraient être engagées. L'indice de perception de la corruption, non, ce sont des enquêtes de grande envergure. La naissance avait été commanditée par le gouvernement de la Banque mondiale sur le financement de la Banque mondiale. C'est avant, juste avant la déclaration de la tolérance zéro par le président de la République, fait président de la République. C'était en 2008, par un bureau certi, je me souviens. C'est là où on avait trouvé une corruption vraiment exagérée qui garderait tous les sphères. Le chef de l'État a déclaré tolérance zéro. Maintenant, la situation a continué, a été améliorée. La stratégie de lutte contre la corruption n'a pas été suivie des faits. C'est pour cela qu'on veut qu'il y ait du tonus nouveau dans cette lutte. Et faire ces enquêtes justement, voir le système national d'intégrité. Comment est-ce que les institutions fonctionnent? Comment la justice fonctionne? Même si le président vient de dénoncer une justice instrumentalisée, une justice ankylosée. Comment est-ce qu'on peut lutter contre la corruption alors que la justice vraiment a été vraiment critiquée comme une institution amorphe? C'est l'un des maillons de la chaîne très important. S'il est malade, le circuit de lutte contre la corruption ne tient plus. Donc, quand on voit sur les incompatibilités et les conflits d'intérêts, c'est pour empêcher justement ces hauts cadres de l'État d'avoir toujours une double casquette. Je suis gouverneur de la province. Je dois être le premier fournisseur des marchés de biens et services dans ma province. Une double casquette. Dignitaire, secteur privé, marché public, exonération, accès associé à cela. C'est une concurrence même déloyale.